Dès le début de cette journée, une atmosphère étrangement pesante régnait, comme si les murs de notre maison attendaient d'être témoins d'une dernière scène cruelle. J'étais loin de me douter à quel point cette intuition se révélerait juste. « Je n'ai pas besoin d'une gamine comme toi », ricana mon père d'une voix glaciale et tranchante. Je restai figé. Ce qui me choqua encore plus, c'était le sourire tordu sur son visage. Mon propre père riait comme si me faire souffrir lui procurait une certaine joie. « Désolé, mais je ne m'occupe plus de toi », poursuivit-il en agitant la main comme si je n'étais qu'un petit problème dont il pouvait se débarrasser. « Tu es au lycée maintenant, non ? Ça veut dire que tu peux te débrouiller toute seule. Je pars avec ma maîtresse, alors ne m'appelle plus jamais. » Son ton était si froid que cela semblait presque irréel. Quelques jours seulement après la mort de ma mère, après avoir complètement séché ses funérailles, il avait l'audace de dire ça. Mais j'étais au-delà du chagrin. J'étais au-delà de la déception. J'étais simplement vide. « Très bien, » dis-je doucement. « Va-t'en. Je ne te contacterai plus. » Il agissait comme si mon calme était une faveur que je lui avais rendue. « Merci, » dit-il, feignant la gratitude. « J'ai de la chance d'avoir une fille aussi compréhensive. » Sur ces mots, il quitta la maison sans un regard en arrière. Je pensais que c'était fini, Dot, aussi cruel qu'il ait été. Je me sentais étrangement plus légère, comme si son absence avait effacé des années de pression qui m'oppressaient la poitrine. Mais 3 jours plus tard, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Le même numéro, encore et encore. Au début, j'ai voulu l'ignorer. Vraiment, mais les vibrations incessantes ont fini par avoir raison de moi. « Qui est-ce » répondis-je d'un ton détaché. « Dot. » Il y eut une inspiration brusque à l'autre bout du fil. « Quoi ? Quoi ? Comment peux-tu demander qui c'est ? Je suis ton père. » Je ne pris même pas la peine de dissimuler mon irritation. « Tu crois vraiment que je te considère encore comme mon père ? Tu es vraiment si bête ? » Il paniqua à mon ton, sa voix s'élevant. « Et, tu as fait quelque chose de terrible. À cause de toi, je risque de perdre mon travail. » J'ai froncé les sourcils. « De quoi parles-tu ? Je n'ai rien fait. C'est toi qui m'as dit de ne plus jamais te contacter. Tu te souviens ? Ce n'est pas le sujet. » Il a crié, la voix tremblante de panique. « Je sais que c'est toi qui as fait ça. » En l'entendant devenir de plus en plus frénétique, je n'ai pas pu m'empêcher de laisser échapper un petit rire. Parce que la vérité, c'est qu'il avait raison. Dot. Les ennuis dans lesquels il était tombé étaient liés à moi. Mais cette histoire ne commence pas ici. Dot. Elle a commencé bien avant que ma mère ne soit diagnostiquée d'un cancer du sein, à l'époque où je n'étais qu'une jeune fille fatiguée vivant avec un homme qui prétendait être un comptable respectable et prospère, alors qu'il était rongé par la corruption intérieure. Je m'appelle Emily Young, je suis en première année de lycée. La plupart des gens autour de moi supposent probablement que je mène une vie scolaire ordinaire. Cours, amis, études, mais la réalité à la maison était quelque chose que je n'ai jamais voulu que personne sache. Dot. Mon père était instruit, respecté et envié. On le louait comme un comptable brillant. Mais pour moi, et pour ma mère, il n'était qu'un tyran arrogant qui méprisait tous ceux qui avaient un niveau d'instruction inférieur. Il insultait constamment ma mère parce qu'elle n'avait que le bac. Franchement, avoir juste un diplôme de bac, c'est la honte, disait-il. Sans moi, vous ne vous en sortiriez pas. Il lui disait ces choses en face, sous mes yeux impuissants. Ma mère ne semblait plus l'aimer. Pourtant, elle restait, car elle n'avait pas les moyens de subvenir à ses besoins. Elle me répétait, « Travaille bien à l'école. Ne finis pas comme moi. Débrouille-toi. » Elle me lisait des livres depuis ma plus tendre enfance, faute de moyens pour me les acheter. Mais elle trouvait toujours un moyen de m'aider à apprendre. Son soutien m'a permis d'intégrer une école privée réputée. Mais mon père était-il fier ? Pas du tout. Il ne se souvenait même plus de l'école où j'étais allée. À ses yeux, je ne valais rien. Dès qu'il a su que j'étais une fille, je suis devenue insignifiante. Il avait toujours rêvé d'un fils pour reprendre son entreprise. Quand ma mère ne put plus avoir d'enfant, il se désintéressa tout simplement de nous deux. Quand il était ivre, il l'insultait encore plus violemment. « Je suis vraiment un homme bien d'avoir épousé une femme aussi bête et laide que toi, » disait-il. Si elle lui demandait d'arrêter, même gentiment, il explosait. « Quoi ? Tu me réponds. Tu sais qui te nourrit ?» Je me cachais dans ma chambre,
me bouchant les oreilles, me détestant d'être trop jeune pour réagir. Sa cruauté ne s'arrêtait pas aux mots. Il me trompait constamment, prétextant le travail. Il rentrait tard, voire pas du tout. Et quand il rentrait enfin, il était imprégné d'une odeur nauséabonde de parfum féminin. « Ton parfum pue », lui ai-je dit un jour en me bouchant le nez. Il m'a dévisagé comme si j'étais une chose répugnante. « Quoi ? Tu as un odorat trop fin. Tu devrais peut-être te parfumer, toi aussi. Les filles comme toi ne peuvent pas survivre sans un homme. » Il m'insultait parce que j'étudiais, disant qu'aucun homme ne voudrait d'une fille trop fière. Il insultait ma mère parce qu'elle ne travaillait pas, la traitant d'inutile. Rien ne semblait pouvoir le rendre heureux. Il dépensait à peine d'argent pour nous. Ma mère avait du mal à m'acheter ne serait-ce que de petites choses. Pourtant, il portait des costumes coûteux, des montres de luxe, et même ses pyjamas étaient de marque. Un jour, je lui ai demandé, « Si tu as autant d'argent, pourquoi n'achètes-tu rien pour maman ?» Il a ricané. « C'est mon argent. Je le dépense pour moi. » Mais la vie a basculé. Juste au moment où j'entrais au lycée, on a diagnostiqué un cancer du sein à ma mère. Il était déjà à un stade avancé. Trop tard. Je pleurais sans cesse, serré contre elle. « Que vais-je faire sans toi, maman ?» Mais je ne voulais pas l'inquiéter davantage, alors je me forçais à être joyeuse en sa présence, et je venais la voir tous les jours après les cours. « Tu dois être fatiguée, » disait-elle avec un doux sourire. « Tu n'es pas obligée de venir si souvent. Je veux te voir. » Et être à la maison, c'est voir ce père ivre. Je ne le supporte pas. Son sourire s'est assombri. J'ai toujours espéré que toi et ton père vous entendiez bien. C'est impossible, ai-je répondu fermement. Mon père ne lui a jamais rendu visite, pas une seule fois. Il rentrait à peine à la maison. Quand je l'ai supplié de la voir, il a dit « Je suis occupé. Tu es sa fille. C'est à toi d'aller la voir. En plus, qu'elle tombe malade subitement, c'est vraiment embêtant. Tout le ménage à faire. Comment peux-tu parler comme ça? Tu ne te soucies pas un tant soit peu d'elle ?» ai-je crié. Il a froncé les sourcils. Pourquoi le ferais-je? Je m'inquiète bien plus pour moi. Elle a promis de prendre soin de moi pour toujours. Et maintenant, elle tombe malade. Ridicule. C'est à ce moment-là que quelque chose en moi a craqué. Un mois plus tard, ma mère est décédée alors que je préparais seule ses funérailles. Il a refusé de m'aider. On n'a pas besoin d'obsèques, a-t-il dit froidement. Je ne vais pas gaspiller d'argent pour ça. Je vais travailler et te rembourser, ai-je insisté. Viens, c'est tout. Je suis occupée et je déteste les événements pathétiques comme les enterrements. Puis il a raccroché. Bien qu'il ait été son mari pendant des années, il n'est pas venu à ses adieux. Ce jour-là, le peu de respect qu'il me restait a complètement disparu. Le lendemain matin, je l'ai vu dans le salon avec une énorme valise, et c'est là qu'il a prononcé ces mots cruels avec ce sourire moqueur. « Je n'ai pas besoin d'une gamine comme toi. » Il m'a abandonné pour s'enfuir avec sa maîtresse, et je l'ai laissé partir. Je croyais vraiment que nous ne nous reverrions plus jamais, mais 3 jours plus tard, il a appelé sans cesse jusqu'à ce que je décroche. « Tu as fait quelque chose de terrible, » a-t-il hurlé. « À cause de toi, je risque de perdre mon travail. » J'ai écouté calmement, presque amusé. Parce que oui, ce qui lui arrivait, c'était à cause de moi. Tout a commencé avant même que ma mère ne soit diagnostiquée. Quand j'en ai eu assez de ces infidélités incessantes, j'ai décidé de rassembler des preuves en vérifiant son téléphone chaque fois qu'il était ivre. Il s'endormait toujours négligemment avec le téléphone déverrouillé. Un soir, j'ai discrètement glissé son téléphone de sa main et ouvert sa galerie. Et comme je m'y attendais, j'y ai trouvé des dizaines de photos, des clichés de lui posant amoureusement avec une femme qui était manifestement sa maîtresse. Je les ai toutes enregistrées sur mon téléphone et j'ai commencé à enquêter sur son identité. C'est là que tout a vraiment commencé. J'ai sauvegardé ces photos et entrepris de découvrir l'identité de cette lycéenne. Mes options étaient limitées. Alors que je réfléchissais à ce que je devais faire, un ami proche m'a dit « Yao, le cousin de mon ami est détective privé. » J'ai supplié mon ami de me présenter à son cousin et de lui demander d'enquêter sur la maîtresse de mon père. « D'accord, je le ferai pour mon cousin. Tu me paieras plus tard, » a dit le détective en acceptant l'affaire.
Son enquête a révélé quelque chose de très intéressant. La maîtresse s'appelait Nathalie. Apparemment âgée de 32 ans, elle vivait seule dans un appartement de luxe, mais trop grand pour une seule personne. En creusant davantage, le détective a découvert que Nathalie, mon père, qui croyait Nathalie célibataire, avait un mari en mission à l'étranger. Il a eu une sacrée surprise quand je l'ai appris. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire le jour où mon père m'a complètement abandonnée et a quitté la maison. J'ai envoyé les photos de sa liaison avec Nathalie à son mari à l'étranger. La moitié des photos provenaient du téléphone de mon père et l'autre moitié du détective. Mon père a probablement reçu un appel furieux du mari de Nathalie. J'entendais sa voix hargneuse au téléphone. Une lettre était jointe à la photo envoyée à Nathalie Chamban. « Votre femme a une liaison avec mon père. C'est vous qui avez écrit et envoyé ça, n'est-ce pas ?» Il a demandé à Adia si elle était au courant. « Bon, on n'y peut rien. »« Oui, je l'ai fait. » « Mais que se passe-t-il si je disais simplement la vérité ?» ai-je dit. Il est resté sans voix, tremblant de colère, comme s'il avait prévu de coucher avec Allo sans même savoir qu'elle était mariée. « C'est tout simplement stupide, » ai-je ajouté, ce qui a semblé l'exaspérer encore plus. « Que voulez-vous dire par stupide envers votre parent ?»« Comme ça. Ce que tu as fait, ce n'est pas simplement révéler à un mari l'existence de ses femmes. Une liaison, c'est bien plus grave que ça. » dit-il d'un ton étrangement curieux. « Quoi? Que veux-tu dire ?» demandai-je d'un ton perplexe. « C'est bien le problème. »« Tu n'as pas compris la gravité de la situation, » poursuivit mon père, la voix tremblante. Le mari de Nathalie était un cadre important chez un client majeur de ma société. « Impossible !» m'exclamai-je, surprise. « Je le savais déjà » déplora mon père d'un ton sombre. « Oh !» L'enquêteur avait révélé que le mari de Nathalie était cadre chez Scorpion, une société cotée en bourse, un client clé de l'entreprise de mon père. Quand j'ai appris qu'Escorpion était un des dirigeants de la société de mon père, j'ai ressenti une excitation intense. C'était ma chance de venger ma mère. Le mari de Nathalie a fait irruption hier. Il a diffusé les photos de notre liaison partout dans l'entreprise. J'étais tellement choquée que je suis restée figée. Amen. Mon père a dit. Cherche, tu as raison. J'ai répondu d'un ton calme et détaché. Tu n'imagines pas le mépris que je subis de la part de mes employés. Le président ridiculisé par des employés subalternes. C'est humiliant. Mon père a continué. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Mon père, toujours si fier et hautain, et maintenant, tous les autres étaient méprisés par ses propres employés. L'ironie était trop flagrante. Le président d'une société américaine a appelé. Ils mettent fin à leur collaboration avec nous. Waouh! C'est grave. Tu ne comprends vraiment pas? Ce n'est pas tout. Après le retrait de la société, tous mes employés ont démissionné. J'étais abasourdi par ces paroles. Tout le monde. Pourquoi ferait-il cela? Parce que sans société, mon entreprise est finie. C'est ça. Le cabinet comptable de mon père était une petite structure avec environ 5 employés. Il était responsable des ventes, mais il détestait ça à cause de son orgueil démesuré. Apparemment, presque tous les revenus de l'entreprise provenaient de la société. Les employés, excédés par la tyrannie de mon père, ont dû décider de quitter la société. Je me suis retirée. J'étais surprise que les choses aient dégénéré à ce point. Mais vu tout ce que mon père avait fait, cela me semblait justifier que Nathalie l'ait quitté. Ses employés étaient partis et mon père n'était plus complètement seul. Il avait toujours été indifférent à m'imiter et moi. Mais il s'avérait qu'il était sensible à la solitude, ce qui avait probablement conduit à ses infidélités répétées. Se sentant seul, il m'a soudain fait une proposition scandaleuse. « Bon, ça va. Je pensais de toute façon rentrer à la maison. Que veux-tu dire ? Eh bien, j'ai rompu avec Nathalie et je suis libre maintenant. Il pensait que je viendrais vivre avec toi. » Cette suggestion odieuse était révoltante pour Méo. Oserait-il revenir? Non. Comme si nous pouvions vivre ensemble en harmonie. Après tout ce qui s'est passé, il n'y a aucune chance que je vive avec toi. Je ne veux pas vivre avec toi du tout. J'ai catégoriquement rejeté sa proposition. Pourtant, apparemment inconscient de tout le mépris que je lui portais, il s'est accroché à Tia. Ne sois pas si têtu. Tu es encore au lycée,
ARN? Tu es encore un enfant? Tu devrais vouloir vivre avec tes parents. L'audace de sa remarque était sidérante, surtout après qu'il ait dit que je pouvais vivre seule parce que j'étais au lycée, malheureusement pour toi. Je peux très bien vivre sans toi. En fait, ma vie serait un vrai désastre avec toi dans les parages, Sub. Tu oses revenir? Dis-je, furieux. De quoi parle-t-il? La maison où tu vis est la mienne. Il est tout à fait normal que je revienne, quoi que tu en dises. Je suis prêt à revenir avec cette réalité. Je n'avais pas d'autre choix que d'admettre que c'était la vérité. Cette maison est au nom de mon père. Je n'avais donc pas le droit de refuser. Je suis content que tu aies enfin compris. Alors, à partir de maintenant, vivons ensemble en famille. Juste toi et moi. À sa proposition enjouée, je rétorquai froidement. Non, ça va. Je m'en vais. Quoi? Que veux-tu dire? Où comptes-tu aller? Demanda mon père, surpris. À mes paroles, je vais chez mes grands-parents dans le Nebraska. Vivre avec toi? Non merci. C'est chez les parents de ma mère. Je lui ai expliqué quand j'ai appris que Nathalie s'était mariée. Je me doutais que mon père finirait par se tourner vers cette maison. Alors, par précaution, j'avais déjà contacté mes grands-parents maternels dans le Nebraska et ils avaient accepté avec joie de m'accueillir. Quant aux parents de mon père, je les trouvais égoïstes et ingérables. Du coup, je les ai à peine contactés. En entendant cela, mon père a semblé sincère. Ne dis pas ça. Nous sommes la seule famille qui nous reste. Je vais changer. Vivons ensemble, a-t-il insisté. Mais j'ai répondu, Igno, qu'est-ce que tu manigances? Tu veux juste que je m'occupe de toi, c'est ça? Tu as juste peur de finir seul. Je l'ai accusé. Non, ce n'est pas vrai. Écoute, tu as dit que tu voulais aller à l'université. Je paierai si tu ne vis pas avec moi. Je ne paierai pas. Ça te convient. Face à son intimidation au téléphone, j'ai simplement répondu, ça me convient. Quoi? Ne sois pas si têtu à vouloir travailler à temps partiel. Pendant que tu vas à Cloès, tu sais, laisse tomber la fatadia comme d'habitude. Mon père m'a rabaissé. Bouty lui a dit que j'avais une assurance vie. Beaucoup de gens ont dit que ma mère m'avait laissé ce qu'ils pensaient, une assurance vie signifiant qu'elle avait une police. Oui. Après le décès de ma mère, elle s'était assurée que je ne sois pas en difficulté financière en souscrivant une assurance vie. Elle est tombée malade après m'avoir accouchée, et c'est là qu'elle a commencé à s'inquiéter pour moi. Elle est retombée malade et m'a laissée seule. Depuis, mon père ne s'intéressait plus à moi et son infidélité était flagrante. Après sa mort, il ne me donnait pas assez d'argent pour mes études ni même pour mes dépenses de base. Elle se débrouillait donc avec la maigre allocation. Mon père travaillait à domicile sans moi, sachant que c'était juste pour qu'elle puisse payer l'assurance. D'où venait l'argent pour cette assurance? Elle n'était qu'une femme au foyer, non? Alors, est-ce que ça veut dire qu'elle a gaspillé mon argent? Pour payer. Et mon père, toujours aussi avare, répondit, si elle a souscrit une assurance avec mon argent, alors je devrais être indemnisé, non. Je n'arrivais pas à croire qu'il y ait une loi pour ça. Mais il lui a dit, non, tu te trompes. Maman travaillait à domicile tout en étant femme au foyer. Cet argent pour l'assurance, mon père, qui avait toujours vécu comme il l'entendait et voulait que ma mère travaille à l'extérieur, ne lui ayant jamais permis d'avoir ne serait-ce qu'un emploi à temps partiel. Alors elle a choisi un travail qu'elle pouvait faire de chez elle et gagnait un petit revenu sans qu'il le sache. Tish a marmonné. J'ai été trompée. Elle faisait tout ça dans mon dos. Je n'ai pas pu contenir ma colère à ces paroles. Trompée? Vraiment? Tu te rends compte? Elle a tellement galéré parce que tu ne lui donnais que le minimum pour vivre avec tous mes vêtements achetés sur des sites d'enchères. Je n'ai jamais eu de vêtements neufs. Je ne pense pas qu'elle ait jamais dépensé d'argent pour elle-même. Il est resté silencieux, comme pour étouffer un cri. Et pourtant, tu es là, à dépenser sans compter pour des marques. Des articles de luxe. Des objets de luxe. À profiter de la vie. Alani. Le pire. Mais je devais soigner mon apparence pour le travail. Ces extravagances dont tu parles, il les utilise pour divertir les clients, prétend-il. Mais je n'étais pas dupe. J'étais sûre qu'il y avait aussi un butin pour ces divertissements. Je savais aussi pour les voyages et les repas somptueux qu'il partageait avec sa maîtresse,
sans jamais offrir un seul cadeau à Mimité ni à moi. Je me souviens de tout cela avec dégoût. Je l'ai dit. Ça fait plus d'1 an que je vis avec toi. Je sais quel genre de personne tu es. Désolé, mais ne me contacte plus jamais. J'ai dit sèchement, et bien que mon père ait haussé le ton en disant « Attends », je m'en fichais et j'ai raccroché. Après cela, il semble que l'entreprise de mon père ait fait faillite en un rien de temps. Il utilisait les fonds de l'entreprise à son profit, espérant des revenus de la part de SC Corporation. Les transactions avec SC Corporation ont rapidement fait basculer son entreprise dans la ruine financière, et elle a fait faillite. Même après la faillite, mon père n'a reçu aucune offre d'emploi et ses revenus ont chuté. C'était parce que des rumeurs selon lesquelles il aurait une liaison avec la femme d'un cadre de SC Corporation se sont rapidement répandues dans le secteur, ternissant sa réputation. Mon père, si fier et incapable de s'excuser, n'a pas fait beaucoup d'efforts dans la vente et a fini par tout perdre. Incapable de rembourser son prêt immobilier, il a dû se séparer de sa maison. Il a tenté de se tourner vers ses parents pour obtenir de l'aide, mais ils ont refusé d'accueillir un fils aussi égoïste et l'ont même renié. Il n'est plus notre fils après s'être ruiné socialement et financièrement, avoir perdu sa maison, sa famille et sa maîtresse. Mon père vit désormais dans la rue, n'ayant jamais connu l'échec auparavant. Il semble mentalement affaibli, incapable de se réinsérer dans la société. Quant à moi, après les funérailles de ma mère, je suis allé vivre chez ma grand-mère dans le Nebraska et je commence enfin à mener une vie un peu plus stable. Ma grand-mère, tout comme ma mère, est très aimante et une excellente cuisinière. Je profite d'une vie plus confortable que lorsque je vivais chez mes parents pendant mes jours de congé. Je me rends sur la tombe de ma mère avec ma grand-mère et nous mangeons souvent le gâteau de Mlan, le préféré de ma mère, sur le chemin du retour. Ma vie au lycée se passe bien, et je passe de belles journées avec mes amis. J'ai traversé 4 périodes sombres, et pourtant, je les ai encore surmontées. Il y a des jours où ma mère me manque et où je pleure en silence. Je pensais que ma grand-mère et les autres ne s'en apercevaient pas, mais il semblerait qu'un jour, ils s'en soient souciés. J'ai raté une belle occasion. Elle a acheté un chiot, disant que cela pourrait peut-être apaiser un peu ma solitude. Émilie, tu as dit que tu adorais les caniches nains, n'est-ce pas? Oui, je les adore. Avoir un chien a toujours été mon rêve, ai-je répondu, et ma grand-mère a souri chaleureusement. J'étais complètement sous le charme du chiot qui remuait la queue comme si elle allait tomber, et j'ai décidé d'augmenter progressivement mon bonheur.